Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai fait les commentaires des huitièmes de finale de la Coupe de France entre Annemasse et Asnières, le grand échiquier, avec Mark Hennen, un youtubeur très connu en France. Merci beaucoup à Marc et au club d'Annemasse de m'avoir soutenu pour cet événement. Et voici quelques parties des commentaires que j'ai faites. Nous sommes aujourd'hui réunis pour les huitièmes de finale de la Coupe de France entre le club énorme qui est Asnières le Grand Échiquier, qui est le géant au petit pousset du club d'Annemasse. C'est la magie des matchs en Coupe de France, où on a des gros clubs qui peuvent rencontrer des plus petits clubs. Et nous avons à mes côtés Chou. Alors Chou, vous le connaissez pas Chou? Ou peut-être pas beaucoup de monde encore. Chou, tu as quel âge? Cette année, j'ai 13 ans. Là, j'ai 13 ans. Et cette année, j'aurai 14 ans. Je suis licencié au club d'Annemasse. Et j'ai aussi une chaîne YouTube. Eh oui, Chouchess, où tu présentes en français comme en anglais. Alors n'hésite pas à mettre dans le lien, dans les commentaires, le lien de ta chaîne pour que les membres, les abonnés de ma chaîne puissent aussi s'abonner à la tienne. Oui. Alors, n'hésite pas à le mettre ici. Alors que je salue les premières personnes qui sont là. Soumaïla, oui, tu étais le premier. Champel, Jérôme, Maximus, bien sûr, Yannick. Alors, nous sommes combien pour cette prise d'antenne? 41, c'est pas si mal pour une prise d'antenne. Et nous allons suivre donc cette huitième de finale de Coupe de France. C'est 4 échiquiers qui s'opposent. Les parties vont bientôt commencer, mais je vais vous mettre un petit... hop. Je vais vous mettre, voilà, une petite présentation. Donc, le club d'Asnières, nous avons qui? Nous avons Mathieu Cornette au premier échiquier. On ne présente pas Mathieu Cornette. Évidemment, grand maître, champion de France. Il a été champion de France, sélectionneur de l'équipe de France, capitaine. Enfin, je crois qu'il a toutes les casquettes, Mathieu Cornette. Yannick Pelletier, grand maître suisse. Jean-Marc Degrève, grand maître également. Son fils est très fort également. C'est un maître ou un grand maître. C'est un nouveau jeune grand maître, je crois que son fils. Et Andrei Terekov. Alors tu vois, ça c'est une équipe qui fait peur, qui va terrifier. Mais est-ce que cette équipe va terrifier Annemasse? Qui on a à Annemasse? Alors là, ils sont cachés. Je vais essayer de diminuer ici pour qu'on les voit. Et on va essayer de les remonter. Annemasse, nous avons Dominique Lee pour Annemasse. Hello 2305, c'est un joueur très solide, combatif, maître feed, puis Daniel Fischer, 2347, un très bon stratège, maître et meilleur joueur du club. Ensuite, au troisième échiquier, on aura Alexandre Meronciano, capitaine de l'équipe, tactique, combatif. Et enfin, au quatrième échiquier, Romain Gemely, 2207, très bien préparé à l'aise dans les complications. Et c'est lui qui a mis le point lors de la qualif en 16e. Voilà les matchs. Donc on va avoir Dominique Lee contre Mathieu Cornette, Daniel Fischer contre Yannick Pelletier, Jean-Marc Degrève contre Alexandre Merenciano et Andrei Terekov contre Romain Gemely. Donc je remontrerai ces joueurs un peu plus tard, mais place au direct. Donc quelle partie tu voudrais qu'on commence à regarder, Chou? Je dirais la partie de Alexandre Merenciano contre Jean-Marc Degrève. Tu connais un peu ces joueurs? Oui, Jean-Marc Degrève, c'est un super grand maître qui a fait plein de tournois et je le trouve son style assez cool à regarder. D'accord, alors que tu sais, je vais retailler un petit peu l'écran. Et est-ce que Alexandre Merenciano, tu connais un petit peu?
Oui, c'est un coach du club, je le connais très bien. Et aussi, il est très fort aussi. Et il vise le titre. Il essaye de passer Maître Fid. Oui, donc là, ce match, il est au troisième échiquier, c'est ça? Jean-Marc Degrève contre Oui, Merenciano. Troisième oui, échiquier, et là, bon, ça joue plus pour l'instant. C'est une Sicilienne qui a été sortie avec les Noirs, le pion C5, et là, les Blancs, pour l'instant, réfléchissent, je ne sais pas. Donc, on va aller voir peut-être un autre match. Donc, où ça joue? Pour l'instant, ça semble bloqué. Ça y est, ça rejoue. Oh, attends, on revient sur Jean-Marc Degrève. Parce que là, ça y est. B4 a été joué. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Est-ce que tu connais B4? Oui, c'est un sacrifice de pion pour après essayer de prendre le centre avec l'initiative. Par exemple, sur K et prend B4, on va jouer C3, Ouais. puis D4. Et sur C prend, on va juste jouer D4. Et Voilà. là, il va juste jouer pour l'initiative avec les Blancs. Alors, d'habitude, quand on clique, les flèches disparaissent. Voilà, il y a un petit peu de problème technique. Mais ok, cavalier prend. Sur cavalier prend, on joue C3. Le cavalier repoussé. Le pion C3 aidera à appuyer la poussée des 4 pour conquérir le centre et avoir le fort centre de pion. Et évidemment, si le pion C prend, il est immédiatement dévié et ça permet de jouer D4 rapidement et d'avoir le fort centre de pion. Donc les Blancs, avec ce poussé B4 ici, une sorte de gambit sicilien, eh bien, ils offrent un pion pour obtenir un meilleur centre, si les Noirs acceptent, et une initiative. C'est bien ça, Chou? Oui. Très bien, ça va promettre une partie enflammée, là, dis donc. Merenciano, il est chaud, hein? Ouais. Mais donc, c'est son style? Il est comme ça? Oui, il joue très tactique, je pense. Parce que B4, c'est plutôt assez tactique avec les Blancs. Et voilà. Il est tranchant. Est-ce qu'il a Ouais. un répertoire de jeux tranchant? Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Chou, c'est un jeune youtubeur de 13 ans, bientôt 14 ans. Il a sa chaîne YouTube, Chou Chess. Et il est avec moi pour commenter ce 8e de finale de la Coupe de France entre le petit poussé Annemasse et l'ogre Asnières, un très gros club en région parisienne. Dirigé par Jean-Claude Moins, le président, qui est très actif, qui fait beaucoup de choses. Et pour Annemasse, c'est Jocelyn Viol. Et on va bien sûr donner l'actualité bientôt de ces deux clubs. Qu'est-ce qu'ils vont organiser cette année? Parce que ce sont des clubs très très actifs. Ils organisent beaucoup de tournois, ils font beaucoup de choses, donc on va en parler, bien sûr. Et Chou, pourquoi tu es avec moi? Parce que tu es du club d'Annemasse, du petit pousset qui reçoit l'ogre. Parce que là, ces matchs, ils sont en ce moment à Annemasse. Hein. Les joueurs d'Asnières se sont déplacés en Annemasse pour ces 8e de finale. Donc, Mathieu Cornette. Mathieu Cornette, on est ici. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette position de Chou? Quand tu regardes cette position donc de Mathieu Cornette contre Dominique Lee. C'est bien parti avec une Sicilienne Najdorf. Je connaissais pas le coup A3, franchement. Il G5, vient d'être joué d'ailleurs. la classique. Ouais. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi A3 est joué ici. C'est vrai que c'est pas très intuitif. Hein. Parce que parfois on joue A3 pour appuyer la poussée B4, mais là c'est pas l'idée, bien sûr. Bien sûr, pourquoi je dis bien sûr? Parce qu'il y a une colonne C semi-ouverte en faveur des Noirs, donc B4 ne ferait qu'affaiblir les protections de la colonne et notamment du cavalier. Parfois on joue A3 pour empêcher qu'une pièce noire vienne en B4, mais là on voit pas quelle pièce pourrait venir. Donc c'est vrai que le coup A3, c'est juste un coup d'attente. Hein. Après, pour voir si qu'est-ce que les Noirs vont faire, etc. Et après, ils vont adapter selon ce que les Noirs vont faire. Oui, je pense que c'est ça. Peut-être que Mathieu Cornette, ici, essaye de sortir son adversaire de sa préparation pour le troubler un peu. Ouais. Et parce que le coup principal, je crois que ça doit être fou C4 quand même. Un des coups principaux. Oui. C'est que le fou en G5 laisse planer à tout moment un possible échange de fou contre cavalier. Mais les Noirs ont joué cavalier D7 pour faire un relais de cavalier et éviter qu'une reprise n'engendre une dégradation structurelle. Donc du coup, l'idée de jouer fou prend cavalier prend du plomb dans l'aile, parce que
On n'a pas trop envie de décongestionner la position noire avec une reprise du cavalier. Donc il faudrait voir ce que va faire le fou G5 plus tard. Et au niveau de la structure... venir en H4, etc. Oui, alors s'il est attaqué par H6, certainement il reculera en H4, il gardera l'attention, on verra. Et puis l'autre donnée positionnelle, c'est la structure de pion, bien sûr. Colonne semi-verte C en faveur des noirs, colonne semi-verte D en faveur des blancs. C'est là où chaque joueur a un peu plus d'espace, prend de l'espace. Bon. Là, c'est Dominique Lee qui réfléchit. Face à ce coup A3, il est surpris. Il y a de quoi être surpris. Surtout que lorsqu'un coup comme ça, un peu... qui paraît un peu retenu et joué, bah, ça dépend qui est en face. Si c'est un joueur amateur, pas très expérimenté qui est en face, généralement, on est en pleine confiance. Maintenant, quand c'est un top grand maître comme Mathieu Cornette, ça fait réfléchir et c'est la douche froide. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre position? Ah bah tiens, on va aller voir Yannick Pelletier. Parce que là, Daniel Fischer a les blancs, donc le joueur d'Annemasse. Il affronte le joueur d'Asnières, Yannick Pelletier. Et là, H6 est joué. Et donc, il faut se prononcer sur la prise du cavalier. Est-ce qu'on prend le cavalier ou pas? Parce que ça, c'est une modification qui est importante. Et il refuse. Il refuse, il ne veut pas prendre le cavalier et il se repositionne en E3. Donc, il ne veut pas céder sa paire de fous. Ouais. La structure de pion, ici, quand tu la regardes, Chou, tu penses qu'elle est plutôt à l'avantage de qui? Je pense que la structure de pion, ça dépend vers quelle elle va jouer, vu que là, les blancs, ils ont un super pion au centre dans le carré magique avec le pion D4. Mais les noirs, bah, ils contrôlent le centre avec de loin, avec leurs pièces, avec le cavalier, le pion, etc. Et peut-être après, ils vont jouer avec le coup C5 pour essayer de casser le centre des blancs. Oui, alors les blancs, ils ont un avantage central. Le pion D4 contre le pion E6, ça leur fournit un avantage d'espace, notamment sur la colonne E, où on va avoir 5 cases d'avantage d'espace contre 2. Et la colonne E est une colonne voisine de l'aile roi. Ce qui veut dire que si le roi noir fait petit roc, il peut encourir plus de risques de subir une attaque que le roi blanc, parce que les blancs, avec un avantage d'espace central, ils pourront mieux positionner leurs forces pour laisser planer des menaces contre le roi noir. Ils auront plus de capacité offensive que les noirs n'auront de capacité défensive. C'est pour ça que les noirs doivent chercher à rompre le centre et à détruire le pion D4, et comme tu l'as dit, par la poussée C5. Soit par la poussée E5, soit par la poussée C5. La poussée E5, c'est compliqué, parce que c'est verrouillé. Mais la poussée C5 également, on comprend maintenant pourquoi le fou a reculé en E3. Il va surveiller ici la case C5 pour désamorcer la poussée C5. Retournons à la partie de Alexandre Merenciano contre Jean-Marc Degrève. Alexandre Merenciano, qui tu m'as dit, est l'entraîneur du club. Donc, on se rappelle qu'il a offert un pion B dans l'ouverture pour obtenir ce centre. On va voir le centre. Exactement. Ouais. On peut remontrer à ceux qui n'étaient pas là ce qui s'est passé. Il y a eu cavalier F3, cavalier C6. Les noirs ont joué une sicilienne et les blancs ont offert le pion B pour pouvoir jouer C3 avec gain de temps, repousser le cavalier et pousser ensuite D4. Il y a eu un échange en D4. Le centre est obtenu pour les blancs. Mais les noirs contre-attaquent le centre, ils jouent D5, ils frappent E4. Alors certainement qu'on va voir la poussée E5 arriver. Oui. Il y a un avantage d'espace au centre pour les blancs, certes, mais il y a quand même un pion de moins. Les noirs disposent d'une majorité de 2 pions contre 1 à l'aile dame. Ça, c'est un atout indéniable dans les finales. Par contre, le fou blanc, il reste toujours un peu bloqué parce que là, par exemple, après le coup E5, si les noirs ils se développent normalement avec
cavalier GE7 et KG6 avec fou E7, etc. Les blancs, ils peuvent juste développer leurs pièces normalement et leur position est OK. Et ils ont quand même la colonne semi-ouverte sur la colonne B. Alors là, tu es en train de dire que le fou C8 aura du mal à jouer. Alors regarde, les blancs, ils ont fait petit roc, hein, ils n'ont pas poussé E5. Donc là, ils jouent tout pour le développement. Et ça veut dire que si les noirs prennent, il y aura fou prend, il y aura la création d'un pion isolé. Mais les blancs, c'est vrai qu'ils ont un sacré avantage de développement. Donc ça va être une partie très tranchante parce que chacun a ses atouts. Les noirs ont des atouts statiques avec un pion de plus. Peut-être la possibilité de créer un pion isolé, mais les blancs ont des atouts dynamiques avec un bel avantage de développement. Oui. Et on dirait qu'Alexandre, il connaît ce qu'il fait et il a l'air très confiant de ses coups et il joue assez rapidement. On peut voir l'espace de temps entre Jean-Marc et Alexandre, un écart de 5 minutes, pas tant que ça, mais dans l'ouverture, ça marque déjà quelque chose. Ça montre que Alexandre Merecciano est en terre inconnue. D'ailleurs, c'est lui qui a joué le gambit sicilien, donc il connaît. Ouais. Donc, revoyons les joueurs d'Annemasse. Ils sont là. Donc, Alexandre Merecciano, c'est le troisième. C'est le capitaine de l'équipe. Il est tactique et combatif. C'est comme ça que Hilal me l'a présenté. Hilal qui travaille au club d'échecs d'Annemasse, qui s'occupe de toute la technique. Voilà. Et on n'a pas encore regardé, pas très bien regardé le quatrième échiquier, je crois entre Gemelli Romain et... Le voici. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette position, Chou? Déjà, je pense que les blancs, ils ont fait une petite ouverture rétive. Ils ont joué assez solide. Et les noirs, ils ont le centre. Mais les blancs, ils vont rencontrer avec E4 des types... et des attaques indiennes, comme une attaque indienne en gros, avec E4. Et le fou noir des blancs sont échangés avec le fou noir des noirs. Et la position des blancs, je trouve qu'elle est OK vu que les noirs ils se sont débarrassés du bon fou des noirs et que là le fou blanc est supérieur au fou noir. Sauf si les noirs ils jouent le coup E5 et voilà. Donc là tu as beaucoup focalisé sur les fous. Tu te dis puisque les noirs ont plutôt une structure de pion érigée sur case blanche, ça gêne un petit peu ça gêne l'activité du fou de case blanche. Et c'est pourquoi tu parles de la poussée E5 pour essayer de libérer le fou sur la diagonale et essayer d'évoluer au centre. Maintenant, le trait est au noir. Peut-être ils vont jouer, peut-être pas, parce qu'ils ont encore leur roi qui traîne au centre. Ils vont probablement préférer faire petit roc. Voilà, donc là, les coups candidats, c'est la poussée E5 ou le petit roc. Mais E5, c'est pas si facile à jouer vu que au début de l'ouverture, les noirs, ils ont déjà joué E6. Du coup, ils auront pas très envie de jouer deux fois le même coup. Deux fois la possibilité. Du coup, ils perdront un tempo, du coup. C'est lié ils auront un retard de développement, mais d'un autre côté, c'est le coup pour essayer d'activer le fou C8. Donc, il faudra quand même arriver à le jouer parfois. Ouais. Alors, la durée des parties, on est sur du 1h30 pour l'instant. 1h30 par joueur. Et je ne connais pas l'incrément précis. Tu nous as dit, Chou, tout à l'heure, tu pensais qu'il y avait un incrément de combien? De 30 secondes. De 30 secondes par coup. Oui, mais c'est classique, ça. Mais il n'y a pas de rajout de temps au 40e coup, il n'y a pas de choses comme ça? Je sais pas, je suis vraiment pas sûr de ça. Bon, on va voir ce que... Je pense en Coupe de France qu'il y a. Je pense. Donc 1h30 pour chaque joueur, plus 30 secondes par coup, ça c'est du sûr. Et parfois, il y a un petit bonus de temps qui se rajoute au 40e coup. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs si vous savez la cadence précise par rapport à ce 40e coup. C'est la première fois qu'on suit un match de Coupe de France comme ça. Et selon les différents championnats, les cadences se modifient à chaque fois. Alors, ça bouge pas trop. Où est-ce que ça a bougé? Oh, la partie de Merecciano, ça a bougé. Hein.
C'est ce qui bouge le plus. Ouais, a bien bougé. Merenciano, il n'est pas là pour faire durer la partie. Il est là pour le spectacle. Hein. Donc, il passe en E5. Alors, qu'est-ce qu'on regarde dans cette position? Donc, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les noirs ont un pion de plus, mais les blancs ont un avantage de développement. Le roi est déjà sécurisé. Le roi noir traîne au centre. Et là, le cavalier vient de monter sur l'avant-poste. Il monte le cavalier sur l'avant-poste. Il taquine le pion C6. Tout le monde l'a vu. Le pion D4 est isolé, le pion C6 est isolé, mais le pion D4 est centralisé, donc il fournit un avantage d'espace. Le cavalier monte sur l'avant-poste. C'est une ouverture très agressive de Merenciano, la plus agressive des 4 joueurs. Donc, la Coupe de France, c'est à 4, hein, c'est des équipes de 4. Et on a vu ce gambit sicilien, cette offrande du pion. Il a donné le pion dans l'ouverture pour obtenir un centre supérieur. Oui. Et Merenciano, il n'a pas l'air du tout de se... Comment dire? Il n'a pas l'air du tout d'être impressionné par la stature du grand maître Jean-Marc de Grève. Il joue très vite. C'est un désiré doué, Merenciano. Il y va. Hein. Il veut le faire. Il veut le dribbler, là. Tu connais un peu le football ou pas, Chou? Oui, je regarde d'ailleurs. Désiré doué, tu connais? Non, par contre, je connais pas trop. Là, je regarde la Ligue des Champions un peu. Salut coup, Elsa. Là, sur cette position, là, le pion C6, il est plutôt assez faible. Vu que sur la colonne C, les blancs ils vont pouvoir offrir des attaques sur le pion C6. Et par contre, la case D5 est assez faible. Et que les noirs aussi, ils ont la paire de fous. Je pense que les noirs, ils ont un petit plus sur cette position, d'après moi. Ceci dit, la paire de fous, le fou C8 a du mal à s'exprimer. Parce que le pion E6 bloque, le pion C6 bloque, et venir en A6, c'est être sans protection par ailleurs. C'est vrai que ça attaque la tour, mais la tour vient en E1. Et j'ai l'impression que le fou, il tape dans rien. Donc, avoir la paire de fous, c'est intéressant quand le fou supplémentaire a une vraie chance de pouvoir s'exprimer. Donc, quelle partie a bien évolué ici, Chou? Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé la partie de Cornet contre Lee. Et ça a bien continué, on va dire, après la nage d'or. Le coup A3 assez vicieux, on va dire. Donc, A3, cavalier B6 vient d'être joué, attaque le fou. Alors, peut-être que tout simplement, le fou peut reculer sur la diagonale et que A3 laisse mettre le fou en A2. Et on dirait que, je crois que c'est un coup d'attente, comme on avait dit. Il a réagi du coup après A3. Le coup E6, je crois. Après le coup A3. Bon, on va y revenir. Donc, il y a eu H6, il a conservé son fou. On l'avait dit de toute façon, qu'il y avait ce relais de cavalier et que prendre le cavalier ne faisait que décongestionner la position noire avec une reprise. Ouais. Donc il a reculé, cavalier B6 du coup attaque le fou, et là on va voir ce qui va se passer. Mais c'était même avant finalement. Il y avait eu A3 là, donc E6, fou C4, H6, fou vient là, et cavalier B6. On va revenir un petit peu même avant ici, avant H6. Tu sais qu'ici il faut faire attention au sacrifice en E6. Par exemple, si les... Des thèmes assez thématiques sur la sicilienne avec sur E6. C'est pour ça qu'il a beaucoup réfléchi après le coup H6. Ça marche très bien quand le fou est en E7. Parce que tu fais fou prend, pion prend, cavalier prend. Tu attaques la dame, mais en plus, comme le fou est en E7, il ne protège plus le pion G7 et le cavalier menace de la prise en G7 sur échec, tu vois. Et moi, je sais que dans une partie
une partie longue, mais d'entraînement, j'avais laissé, face à un joueur très dynamico-tactique, j'avais laissé cette prise en E6. Et j'avais pas réussi à me dépatouiller. J'avais gagné, il avait troqué la pièce contre... Il avait même pas pris 3 pions, lui, il en avait pris que 2, mais dans de bonnes conditions pour les Blancs, parce que c'est 2 pions importants pour la sécurité du roi. Et donc là, H6 a tout de suite attaqué le fou. Et maintenant, cavalier B6. Et quand je joue le cavalier B6, on libère le fou C8 qui protège le pion E6. Donc du coup, on est moins exposé, on n'est plus exposé au sacrifice en E6. Et le cavalier attaque le fou. Et là, Mathieu Cornette réfléchit à ce qu'il va faire. Parce que KB6, je trouve, dans la sicilienne, c'est un peu étrange de le mettre en B6. Généralement, dans les siciliennes, on le voit souvent avec des cavaliers en C5, en D7 ou en C6. Mais c'est rare qu'on le voit venir en B6. Oui, mais il y a un plan. Il y a un plan quand même, c'est l'occupation de l'avant-poste en C4. C'est-à-dire que si les Noirs arrivent à jouer Dame C7, eh bien le cavalier, même si le fou recule, le cavalier noir pourra rentrer sur la case C4. Et si le cavalier noir rentre sur la case C4, il attaquera B2, il attaquera le fou E3. Donc bien souvent, les blancs se remettront à prendre le cavalier et la dame noire reprendra et les noirs auront gagné la paire de fous, le fou de case blanche. Mais encore faut-il qu'ils soient capables après de jouer avec leur fou de case blanche. Mais souvent, on peut voir ce fou de case blanche arriver sur la grande diagonale. Donc là, je suis désolé pour les flèches, mais j'arrive pas à les retirer, je suis obligé de revenir en arrière. Voilà. Donc si le fou recule, on pourra songer, je ne sais pas à quel moment, mais à des coups comme Dame C7 pour que le cavalier ensuite arrive en C4. Ouais. Mais sur Dame C7, peut-être que les blancs joueront Dame E2 et contrôleront 2 fois la case C4 aussi. Mais les noirs pourront envisager fou D7, tour C8, toujours pour faire planer l'arrivée du cavalier sur l'avant-poste. Ok, donc c'est des parties intéressantes. Hein. Est-ce que la partie... Oui, on peut voir la partie de Daniel Fischer contre Yannick Pelletier. Donc ici, on l'avait dit tout à l'heure, hein, on avait parlé du pion D4 contre le pion E6, on avait parlé de l'avantage d'espace, et je t'avais dit que cet avantage d'espace pouvait permettre, cet avantage d'espace central pouvait permettre des attaques sur le roi. Ouais. Et d'ailleurs là, fou est arrivé sur échec, le roi s'est décalé en B1, et évidemment les blancs menacent Dame E4 avec le mat, l'attaque du fou et l'attaque de la tour. Alors, quelle partie on regarde maintenant? D'Alexandre Marenciano. Du coup, là, ça a bien avancé, du coup. De 2 coups, mais c'est déjà beaucoup, on va dire. Donc, Dame C7 vient d'être joué. À noter que les noirs ne menacent pas vraiment fou prend, pion prend, dame prend, puisqu'il y aurait Dame prend C6 échec. Alors... Oui, c'est assez compliqué, on va dire. Mais du coup, avec Dame C7, les noirs laissent la prise en C6. Mais les noirs, ils sont prêts à rendre le pion, parce que la prise en C6 ouvrirait la... Déjà, ça soulagerait les noirs. Par exemple, sur Dame prend C6, ils pourraient échanger les dames. Mais donc, ça soulagerait le roi noir. Il n'y aurait plus d'attaque du tout contre le roi. Et ça ouvrirait la position au profit de la paire de fous. Là, le fou de case blanche, il va se régaler. Donc, les blancs peuvent pas aller prendre le pion C6. Déjà, s'ils prennent du cavalier, ils vont se faire clouer par fou B7. Mais s'ils prennent de la dame, les noirs échangent. Ils ont rendu le pion, mais ils sont très contents parce qu'ils ont une finale très ouverte en faveur de la paire de fous. Donc, Dame C7, ok. Alors, qu'est-ce que vont jouer les blancs? Il y a des plans avec KD2, cavalier C4, ou juste développer le fou en F4 et développer les pièces normalement. Ou F4 par exemple, ou même fou G5. Ça questionnerait le cavalier des noirs déjà. Donc là, tu as parlé du plan avec cavalier D2, cavalier C4 pour soutenir et questionner le fou de case noir. Fou F4 ou fou G5 pour questionner le cavalier. En F6. Mais à noter que la dame en C7, elle défend aussi latéralement pion F7. Ce qui fait que si le cavalier est attaqué, il peut aussi passer en D5 sans risquer de se prendre une menace de mat en F7, parce qu'il y a la dame et le cavalier qui attaquent F7, bien sûr. Donc Dame C7, ça défend C6, ça défend F7. Intéressant. Alors qu'à noter qu'avec Chou, depuis tout à l'heure, on analyse sans module, sans barre d'évaluation et sans module.
On peut rajouter la barre d'évaluation, c'est possible, mais pour l'instant, on ne l'a pas fait. Alors souvent, les joueurs comment dire, amateurs ou les spectateurs aiment bien avoir la barre d'évaluation. Pour les commentateurs, c'est confortable aussi. Tu vois, ça aide énormément. Mais d'un autre côté, quand il n'y a pas la barre d'évaluation, alors ça montre finalement la difficulté. On est plus dans la difficulté et on se rend compte que les choses sont pas si évidentes. C'est pas si blanc, c'est pas si noir. C'est plutôt des dégradés de gris. C'est pas si facile de se prononcer sur un avantage. Et même si on peut parfois se tromper et dire quelques bêtises, on est plus en situation réelle parce que tout le monde peut être grand maître avec une barre d'évaluation. Ça va nous dire tous les coups, c'est facile. Ah bah oui, là, il fallait jouer ça. Ah oui, mais effectivement. Alors, salut Gauthier. Alors, quelle autre partie? Il y en a une que tu as envie d'aller voir? Ça n'a pas spécialement avancé, je dirais. Non, ça n'a pas spécialement avancé, mais Daniel Fischer a joué fou 4. Il propose l'échange des fous de case blanche. Hein. Il avait son fond. Vers une nulle, du coup. Là. Après l'échange de fous, les blancs ont un avantage, mais ça va plutôt se diriger vers une nulle. Après, fou prend et dame prend. Et voilà. Et les noirs, s'ils défendent bien, et qu'ils échangent toutes les pièces ou qu'ils veulent jouer. Et je trouve que cette position, elle est assez confortable pour les blancs parce que les pièces blanches, elles sont assez bien développées et on peut menacer des G4, G5. Oui, parce que même si les pièces s'échangent, la dame se centralise, elle attaque le fou, il y a toujours la possibilité d'avancer le pion G pour essayer de trouver un contact en G5 et ouvrir la colonne G ou la colonne H avec H4, G4, G5 au profit des tours. Donc il y a toujours une capacité quand même d'attaquer le roi. Donc même si les noirs sont contents de la disparition du fou de case blanche, parce que le fou de case blanche pourrait participer à l'attaque sur le roi, donc là du coup il ne participera plus, mais il y a encore des capacités. Les blancs ont très peu de risques de perdre cette position en fait. C'est soit ils arrivent à faire leur attaque, soit les noirs trouvent les coups pour assécher l'attaque, mais finalement on se dirigera vers une nulle. Mais tu sais, Daniel Fischer, lui, il est maître international, mais faire nul contre un grand maître, même avec les blancs, c'est souvent un bon résultat quand même. Et pour l'actualité d'Annemasse, il y a leur tournoi, le tournoi d'Annemasse du 18 au 25 octobre. Alors là, vous avez le temps un peu de voir venir, mais c'est un très très beau tournoi, le tournoi d'Annemasse. Pareil, il y a des joueurs titrés, il y a beaucoup de prix, mais pour le joueur amateur, il n'y va pas forcément pour les prix à gagner, il y va pour l'ambiance. Et ça, c'est du 18 au 25 octobre, donc pendant les vacances de la Toussaint. Mais il y a un tournoi avant, à La Plagne. Il faut savoir que Annemasse et La Plagne sont quand même assez associés dans l'organisation de tournois. Et c'est du 5 au 11 juillet, donc c'est début des vacances scolaires. Et c'est pareil, c'est un super tournoi, moi j'y suis allé. Vous pourrez manger de délicieuses crêpes au Nutella préparées par les bénévoles du tournoi de Annemasse, du tournoi de La Plagne. Tu l'as fait le tournoi de La Plagne, Chou? Non, pas l'année dernière et pas les années d'avant, mais cette année je vais le faire. D'accord, et celui d'Annemasse? Je suis pas sûr, par contre. Mais t'habites... Oui, d'accord. Tu m'as dit que tu n'habitais pas. Tout à fait, tu étais au club, mais tu n'habites pas dans la ville. Ouais, j'habite à Grenoble. D'accord. Et pourquoi le club de Annemasse, d'ailleurs? Parce qu'il y a des bons entraîneurs? Les personnes sont gentilles, il y a de bons entraîneurs, de bons coachs. Et l'ambiance est très cool et j'aime bien le club d'Annemasse aussi. Alors que Japi Corporation nous demande, mais
quel est ton hello, cher Chou? Parce que certains n'étaient pas là au début de la retransmission, donc il faut répéter les choses, évidemment. Et Chou est à plus de 2000 hello. Il a une chaîne YouTube. Ouais. Chess Chou, ou Chou Chess plutôt. Et aussi, à la fin de ce mois, je passe 2100 aussi. Tu passes les 2100 à la fin du mois. Excellent. Ouais. Et il a 13 ans. 13 ans, Chou, bientôt 2100 hello. Il est du club d'Annemasse, c'est pour ça qu'il est avec moi. Et puis, j'ai été voir quelques vidéos de sa chaîne et j'ai trouvé ça très bien dans sa manière de s'exprimer. Et donc, j'ai voulu faire ce live avec Chou. Voilà. C'est pas un de mes élèves. C'est bientôt un concurrent sur YouTube. Mais non, bien sûr, ça sera plutôt un partenaire, j'espère. Oui. Et voilà, donc et on analyse ce 8e de finale, on suit en direct ce 8e de finale du club d'Annemasse, le Petit Pousset, contre le club d'Asnières, qui présente une équipe de joueurs plus expérimentés, plus forte. Non, il va être 2000 au feed, pas online, feed en classement réel. Donc, je remontre les joueurs d'Asnières. Les joueurs d'Asnières, c'est Mathieu Cornette, premier échiquier, un grand maître qu'on ne présente plus tant il est installé dans le paysage échiquien, suivi de Yannick Pelletier, un grand maître suisse, Jean-Marc Degrève, un bon grand maître également avec son fils qui est très fort également, et Andrei Terekov, le joueur, je disais que sa position m'enchantait guère. Et les joueurs d'Annemasse, ils sont là. Dominique Lee, premier échiquier contre Mathieu Cornette. Vous voyez, il a 200 points de moins, mais il est réputé très solide, combatif. Il est maître feed. Daniel Fischer au deuxième échiquier, très bon stratège, maître et meilleur joueur du club. On le voit dans la position, c'est la position où il a le meilleur centre. Alexandre Merecciano, capitaine tactique et combatif. Et je trouve aussi très stratégique avec son tandem dame et cavalier qui veut jouer contre le mauvais fou. Et enfin, Romain Gemely, qui a une bonne position avec les noirs, qui est très bien préparé, à l'aise dans les complications et qui a mis le point pour la qualif du 16e de finale. Voilà les joueurs des deux équipes. On rappelle les actualités aussi des joueurs. Annemasse, on va plutôt parler de la Plagne avant. La Plagne du 5 au 11 juillet, il y a un tournoi à la Plagne, tout le monde peut aller participer à ce tournoi. Il y a plusieurs tournois en réalité par rapport à votre niveau. Il y aura des grands maîtres pour le tournoi des plus forts, mais tous les joueurs amateurs peuvent, même ceux qui ont très peu d'expérience, peuvent jouer le tournoi d'Annemasse. C'est un tournoi chaleureux, convivial, avec une équipe d'organisation hyper sympa. Donc ça, c'est le tournoi de la Plagne, début juillet, dans un cadre magnifique. Et avec des possibilités aussi d'avoir des logements à proximité. Non, c'est vraiment très agréable. J'y suis allé, moi, déjà à la Plagne. Et Annemasse, qui est du 18 au 25 octobre, qui est aussi un super endroit, toujours avec une équipe de bénévoles très agréable. Mais là, il y a cavalier E4. Ouais. Attaque la dame. Tu vas me dire qu'il n'y a aucune case pour la dame? Si, il y en a, mais elles sont pas très bonnes. Bah, sur cavalier E4, peut-être qu'on viendra en F4. On attaquera le cavalier et on mettra une pression sur le pion en F7. Salut Hicham. Le cavalier, il est pas réellement... Oui, parce qu'il y a le fou. Mais... ouais. Il y a le fou qui le protège. Mais en tout cas, le pion C5 risque de tomber. Donc, ici, je viens de mettre l'ordinateur. Là, vous voyez la jauge apparaître. Et il propose tour C1 quand même. Les deux tours. Soit tour AC1, soit tour FC1, tu vois. Donc c'est ça. On met tour C1 pour essayer de désamorcer la poussée C5. Par exemple, tour AC1, ça me semble plus logique. Il met les deux tours à même évaluation, mais ça me semble plus logique de mettre la tour A parce que la tour F a peut-être d'autres colonnes intéressantes. Et sur C5 qui attaque, bah, il bouge pas la dame en fait. Hein. Il va prendre le pion C5 pour contre-attaquer sur la dame noire. Ah, parce que sur dame prend, il y a dame prend B7 du coup. Oui, parce que si les noirs prennent la tour en se disant qu'ils prendront la dame après, ça marche pas tout à fait comme ça parce que la dame pourrait... Non, mais on peut même prendre la dame parce qu'on attaque la tour après. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Donc, on met tour C1 et sur C5, bah, du coup, on peut prendre le pion C5. Moi, je parlais de dame G3.
Tu m'avais dit cavalier E4, mais dame F4. Et c'est pas si facile non plus pour les noirs, cette position. Du coup, il faut comprendre sur cette position que on n'a pas réellement le choix. Du coup, on ne doit pas bouger la dame. Mais du coup, si on fait cavalier C5, tour prend D4 et cavalier prend B7, je vois. Ouais, c'est plus indirect. Non, mais il peut prendre aussi le cavalier en E5. Oh. Et le cavalier B7, il est, il a le choix des prises du cavalier. Ah, ça y est. Donc, victoire de Terekhov. Ouais, parce que là... Qualité, tour contre fou. Pion passé, majorité de 2 contre 1. Pour créer un autre pion passé de l'autre côté. Donc, fou D6 est joué. Ça y est, il y a eu les 30 minutes d'ajout. Hein. Dominique est tombé au temps, mais comme il avait atteint le 40e coup, il a eu l'ajout. Il est venu en A5. Hein. Ouh, tour prend F7, regarde. Il a fait que des sacrifices partout, là. Regarde, tour prend F7. Ouais. Et sur fou prend, il va y avoir dame F6. Roi D8, il y a dame F6 mat. Si je joue roi D8, il y a dame F6 mat. Ah ouais. Il est beau. Ouais, fou prend forcé, du coup. Donc fou prend forcé, mais on joue dame F6 quand même. Roi D7. Le fou est perdu. Dame prend F7 et on va jouer contre un roi en balade avec 2 cavaliers et une dame, plus les pions qui peuvent piquer le roi. Et le roi noir, finalement, il est nu, quoi. Il est à poil. Il n'arrivera pas à s'en sortir. S'il vient en C6, il va se prendre, je sais pas, quel est B4, quel est D4 échec. Ça va arriver dans tous les sens. Ouais. Donc, la partie de Cornette ne fait plus aucun doute par rapport à la victoire de Mathieu. Donc, c'est pour ça qu'on va regarder cette position qui est totalement nulle selon l'ordinateur. Mais bon, 34 secondes pour les blancs, quoi. Et encore un coup pour jouer pour avoir le rajout. Ah non, 39e. Mais tu connais il y a souvent la faute au 39e coup. Ouais. Où ouais. les fautes au 39e et au coup sont courantes. Quand on regarde les analyses, comme dans les parties officielles, il y a souvent des rajouts de temps au 40e coup. Au 39e coup, il y a souvent des crises de temps. Et quand tu regardes des stats, il y a beaucoup de parties avec des mauvais coups qui sont joués au 39e coup, juste avant l'ajout de temps. Mais bon, là, il n'y a pas de risque pour les blancs. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un club d'échecs en ligne où je donne des cours plusieurs fois dans la semaine. Des cours de niveau débutant, mais aussi intermédiaire et confirmé. Donc, il y a des cours le mardi, il y a des cours le jeudi, qui peuvent être vus en direct comme en différé, en replay. Et chaque mois, il y a un tournoi interne du club. Et je me sers d'ailleurs des parties qui sont jouées pour ensuite les analyser pour construire les cours. Le tournoi interne du club se joue en 15 minutes plus 5 secondes par coup. Et je me sers également des positions pour écrire l'article dans la revue Europe Échecs qui paraît tous les mois en reprenant des parties ou des positions des joueurs amateurs du club. Ce qui fait que n'importe quel joueur amateur, passionné, peut se retrouver dans la revue Europe Échecs, la revue mensuelle qui existe pas depuis 66 ans, quelque chose comme ça, ou 70 ans, je ne sais plus, mais depuis très longtemps. Donc, chacun peut laisser une trace de son passage. Bon, on va considérer que c'est match nul alors, Chou. Ouais. Eh bien voilà, Chou. Tu vas conclure, je vais te laisser conclure. Oui. Merci beaucoup d'avoir regardé ces commentaires et à la prochaine. Et tu peux ajouter qu'il n'oublie pas de venir s'abonner à ta chaîne. Oui. Et n'oubliez pas de venir s'abonner à ma chaîne. Qui est? Au revoir. Qui est ta chaîne? Redis-le.
Chouchès. Chouchès. Il faut le redire parce que tu sais que dans un streaming, il y a des gens Ouais. qui n'étaient pas là au début et ça arrive continuellement. Il y a des gens qui arrivent, qui repartent. Donc tu peux très bien Mm. avoir des personnes qui arrivent sur la dernière demi-heure ou la dernière heure auxquelles on n'a pas donné Mm. les informations de ta chaîne. Donc il faut répéter Ouais. sans arrêt.